Los Angeles, en voilà une ville qui fait rêver, ou du moins qui en fait rêver certains, et qui en faisait rêver d'autres. Dans cette vidéo, on va voir le réseau urbain de cette ville et ses problématiques. En effet, vous vous en doutez, Los Angeles est une ville par excellence conçue pour l'automobile. Tout se fait en voiture. Tout, il est impossible de marcher, et c'est un immense problème. Chapitre 1, Administration géographique. Tout d'abord, regardons comment est faite Los Angeles. Los Angeles, c'est d'abord une municipalité de 1300 km². Avec une population de 3,9 millions d'habitants, elle est située dans un comté de 9,7 millions d'habitants, dont seule la moitié sud est urbanisée. Si on prend les comtés voisins où l'urbanisation continue, on obtient une population totale de 18,3 millions d'habitants. C'est l'agglomération de Los Angeles. La superficie de la municipalité de Los Angeles est légèrement plus grande que celle de New York, mais elle est 2 fois moins peuplée. Si on compare à Paris et cette petite couronne, Los Angeles est 2 fois plus grande pour 1,5 fois moins d'habitants. Bref, Los Angeles a une faible densité en comparaison à d'autres grandes villes multimillionnaires. Et aujourd'hui, c'est surtout une ville très étendue. Si on va de Santa Monica sur la mer à San Bernardino dans l'intérieur du pays, on a une distance de plus de 120 km, entièrement urbanisée. Toutes ces villes font partie de l'agglomération de Los Angeles. Dans le sud de la Californie, on trouve une autre agglomération séparée de Los Angeles, c'est celle de San Diego. Si je prends le centre-ville de Los Angeles et celui de San Diego, j'obtiens une distance de 190 km. Ces deux villes sont à l'origine à 190 km de distance. Mais avec l'étalement urbain, il n'y a plus que 25 km qui séparent l'urbanisation de Los Angeles de celle de San Diego. Et ça, c'est dû à une urbanisation entièrement tournée vers la maison individuelle et l'utilisation de la voiture. Chapitre 2. Histoire démographique. Pour comprendre comment Los Angeles est devenue une ville si étendue, faisons un bref historique de sa population. On compte 3500 habitants dans le comté de Los Angeles en 1850. C'est peu. On passe à 30 000 en 1880, puis 100 000 en 1890. Les années 1880 ont été le début d'un boom de l'immobilier. Mais parallèlement, San Francisco comptait déjà 300 000 habitants juste dans sa municipalité. Sur les 100 000 habitants du comté, seule la moitié vit dans la municipalité de Los Angeles. Cela signifie que l'urbanisation se fait déjà de manière étendue. Voici la particularité de Los Angeles. Cette ville a commencé à s'étendre avant même que la voiture n'existe. Mais que s'est-il passé ? Normalement, quand on développe une ville, on crée un noyau et les gens se placent autour du noyau. On urbanise de manière dense car les gens veulent être à proximité du noyau. Mais Los Angeles ne s'est pas développée en tant que ville. Elle s'est développée comme une région agricole où le climat est le meilleur du pays. Les gens qui venaient vivre à Los Angeles voulaient un terrain pour pouvoir cultiver, par exemple des agrumes. À partir de 1886, le train se développe et les gens peuvent venir s'y installer moins cher et plus facilement. La région a du succès et les promoteurs immobiliers n'hésitent pas à faire monter les prix, créant parfois des bulles spéculatives. C'est comme ça que Los Angeles se développe tout en occupant l'espace. De plus, un très bon réseau de chemin de fer ou tramway vient compléter l'offre de transport. Au XXe siècle, la migration continue et la ville devient de plus en plus attirante. Mais ça, c'est comme beaucoup d'autres villes américaines. Los Angeles deviendra rapidement une métropole continentale. Dans les années 1920, la voiture se démocratise et le véritable boom automobile a lieu dans les années 50. On décide de continuer l'étalement urbain, on construit des autoroutes un peu partout. Bref, Los Angeles devient la métropole de l'automobile. Ce sont les comtés voisins qui vont se développer, d'abord celui d'Orange, ensuite Bernardino, puis Riverside. Chapitre 3, étalement urbain. Le réseau de tramway était gigantesque dans les années 20, le plus grand réseau du monde. Puis on a décidé de supprimer les lignes petit à petit pour privilégier l'automobile. Car à l'époque, on se disait que le véritable avenir, c'était la voiture. En 1963, le tramway est officiellement arrêté. Le rêve américain était très fort. Il a réussi à faire croire que le véritable but dans la vie, c'était d'avoir sa petite maison, son petit jardin et pourquoi pas une piscine. Il a réussi à faire croire que la voiture était un outil de liberté qui émancipe son propriétaire. En réalité, tout cela est faux. C'est surtout les conséquences d'une vision individualiste et ultralibérale. Dans une société, il peut être utile de rationaliser les coûts. Ainsi, si des gens vivent dans un quartier éloigné du centre-ville, il faut un autobus qui puisse les emmener. Vu que beaucoup de gens font le même déplacement, on met en commun l'énergie pour contenter tout le monde avec la ligne de bus. Mais aux États-Unis, on a commencé à supprimer les tramways et lignes de bus en disant aux gens « débrouillez-vous ». Les gens ont dû s'acheter chacun son propre moyen de locomotion pour se déplacer vers les centres-villes, mais en présentant cela comme une liberté.
Le lobby de l'automobile a été très puissant et a réussi à inciter les personnalités politiques à privilégier le moyen de transport individuel en dépit de celui collectif. Si les usagers achètent leur propre voiture, c'est des dépenses en moins pour les organismes publics. Au final, il y a moins d'impôts pour les transports publics, mais les gens doivent dépenser plus d'argent pour leur propre transport. Mais comme le rêve américain leur a fait croire que c'est un symbole de liberté, les gens y ont cru. Et aujourd'hui, les villes sont tellement conçues pour l'automobile qu'il est parfois impossible de penser autrement. L'autre point important du rêve américain, c'est d'avoir fait croire que la ville est une mauvaise chose, d'où la suppression de nombreux centres-villes historiques. À Los Angeles, le centre-ville est ridiculement petit, composé soit de gratte-ciel dans un espace limité, soit d'immeubles de grande hauteur ailleurs. Et tout autour, c'est de l'urbanisation à très faible densité, où les bâtiments dépassent rarement plus d'un étage. Dans toute l'agglomération de Los Angeles, il n'y a aucun véritable quartier à taille humaine. On trouve soit des zones pavillonnaires, soit des zones commerciales, et c'est tout. Les zones où on dort, les zones où on consomme, et la voiture permet d'aller d'une zone à une autre. Randolph Collier est considéré comme à l'origine du plan autoroutier de Los Angeles. Aujourd'hui, ce sont des millions d'usagers qui empruntent les routes chaque jour et finissent dans les embouteillages monstres. Car oui, ce rêve américain a un prix, celui d'être coincé dans une carcasse pendant des heures cumulées pendant l'année. Chapitre 4. Transport. Le rêve américain nous a fait croire que la voiture était un synonyme de liberté. Aujourd'hui, tout est tellement conçu pour la voiture qu'il est impossible, du moins aux États-Unis, d'imaginer une vie sans voiture. Il suffit de voir à quel point dans le discours écologique américain, la voiture électrique a été présentée comme une solution sérieuse, qu'a été impossible de réfléchir à des transports en commun. La société californienne Tesla, spécialisée dans les voitures électriques, a vu sa valeur augmenter à la fin des années 2010, montrant l'engouement pour ce type de véhicule. Et il n'est pas étonnant que cette entreprise soit californienne, ou du moins l'été car son siège a été déplacé au Texas. Elon Musk, plus gros actionnaire de Tesla, avait même proposé de créer des tunnels à Los Angeles pour lutter contre les embouteillages. Et cette mentalité montre à quel point on peut être déconnecté et avoir une vision entièrement tournée vers la voiture. Mais heureusement, Los Angeles a tenté de développer des transports en commun. Il a fallu attendre 1990 pour que cette ville multimillionnaire se mette au métro léger, et en 1993 avec un métro lourd. Construire un métro a un coût, et il y a déjà plusieurs lignes, c'est déjà un premier point. Mais la fréquentation du métro est très faible, ce qui est normal vu que la ville a une faible densité et n'est pas du tout conçue pour les piétons. On estime qu'en 2023, il y a eu 62 millions de passagers, soit une moyenne de 170 000 passagers par jour. Pour une agglomération de 18 millions d'habitants, c'est peu. Mais est-ce grave que Los Angeles soit si dépendant de la voiture? Pour le moment, la ville semble bien le vivre, puisqu'elle est une des villes les plus riches du monde. Mais cette dépendance à la voiture a premièrement un impact écologique, ce qui pourrait poser problème à terme, même s'il est toujours possible de déplacer la pollution. Une voiture électrique ne produit pas de pollution là où elle roule. La pollution a été produite là où on fabrique l'électricité, et là où on a récupéré les ressources pour la fabriquer. Donc le problème n'est pas du ressort de Los Angeles, mais d'autres gens. Et Los Angeles peut rester dans son égoïsme et faire polluer d'autres endroits pour son confort. Deuxièmement, la dépendance à la voiture crée de l'étalement urbain et une destruction de l'espace naturel. Troisièmement, une dépendance à la voiture crée des inégalités, des dépenses et baisse la qualité de vie. Les plus pauvres doivent habiter très loin du centre pour se loger à cause de l'étendue et doivent rouler parfois plusieurs heures dans les embouteillages pour aller au travail. Quatrièmement, si Los Angeles n'évolue pas et reste une ville du tout voiture, elle pourrait perdre de la valeur si les nouvelles générations délaissent la voiture. Mais ça, il est difficile de savoir à quel point les mentalités vont changer. Bon, jetons un coup d'œil au métro de Los Angeles et essayons de voir ce qui ne va pas. Voici l'arrêt de Florence sur la ligne A. L'arrêt dessert le quartier du même nom. L'arrêt Firestone au sud est situé à 1600 mètres environ, soit 1000. Celui au nord, Slauson, est à la même distance. Il y a donc un arrêt de métro tous les 1600 mètres. C'est beaucoup de distance entre les arrêts. En centre-ville, la distance est plus courte, mais ça ne concerne que quelques arrêts. C'est donc un problème dû à la faible densité. Un arrêt de métro coûte de l'argent, il faut le placer de manière rentable. S'il ne dessert pas assez de monde, ça ne sert à rien d'en construire. Puis les arrêts font perdre du temps. Autre problème, la ligne fait une longueur. C'est bien, mais dans la largeur, ce n'est pas relié. Dès qu'on s'éloigne un peu de la ligne, il faut marcher longtemps avant d'avoir un arrêt de métro. Si on s'amuse à regarder combien de gens habitent à 10 minutes de l'arrêt du métro, on aurait des chiffres peu élevés avec cette densité. Je n'ai aucune statistique sur le nombre d'habitants à proximité de ce métro, mais j'ai décidé de prendre le territoire de la localité de recensement de Florence-Graham. Et j'ai fait une sorte de périmètre à environ 10 minutes, et j'en ai déduit que ça correspondait approximativement à 1/7 de la zone de recensement. En imaginant que la densité est la même partout dans la zone, l'arrêt de métro dessert environ 8500 habitants. Il y a 3 arrêts de métro dans la zone, dont un qui est à la limite.
On peut estimer à 22 000 habitants ceux qui sont desservis par le métro dans cette zone de recensement. Sur les 60 000 qu'elle compte, c'est relativement peu. C'est déjà un premier point de sa faible fréquentation. Il y a un autre point très important. Tout est très moche. Alors, l'esthétique importe peu, c'est vrai, mais dans ce cadre, oui, ça peut l'être. Pour aller jusqu'à l'arrêt de métro, le chemin est moche. La route est entièrement conçue pour les voitures, c'est démoralisant de marcher dans un environnement où on n'est pas la bienvenue. Quand je dis qu'il y a 10 minutes d'un endroit jusqu'au métro, c'est sans prendre en compte le fait qu'il faille s'arrêter et laisser passer la circulation automobile à chaque intersection. Dans cette ville où la voiture est reine, et rien n'est aménagé pour rendre attrayant l'accessibilité au métro. C'est ce qui le différencie de celui d'une grande ville européenne. En fait, on dirait presque que le métro est accueillant pour les automobilistes. Il y a un parking qui bloque le chemin pour le quai. Si le métro incite les gens à prendre la voiture pour venir l'emprunter, les gens vont directement aller rouler à leur destination finale. Pour ces nombreuses raisons, Los Angeles est en retard. Que faire ? On peut trouver des solutions, mais ça sera très compliqué. Déjà, on peut dire que le plus dur est fait, construire un métro. Ça coûte beaucoup d'argent, et plusieurs lignes existent déjà, c'est déjà un miracle. Ensuite, il faudrait réussir à changer les mentalités, et à rendre le métro plus accessible. Pour un Américain moyen, la vie normale est d'avoir sa petite maison, son jardin et sa piscine. Il faut donc lui faire comprendre que d'autres vies sont possibles. Surtout que ce train de vie, avec le jardin et la piscine, est un train de vie polluant. En particulier dans un environnement sec comme Los Angeles. Combien d'eau est gaspillée juste pour que sa pelouse soit verte ? Pour sa piscine ou pour laver sa voiture ? Il faut aussi changer la mentalité sur l'automobile et les autres mobilités. Les Américains sont très en avance sur le développement de la voiture électrique. Mais cette avance est surtout le résultat d'un retard en termes de transport public. Pour eux, l'écologie doit se faire via la voiture électrique, car ils n'arrivent pas à voir la vision autrement. Mais les mentalités évoluent. Une des premières solutions serait de commencer à densifier les zones autour des arrêts de métro. Construire des immeubles, faire des quartiers réservés aux piétons, ne pas hésiter à mettre à la fois des habitations et des commerces, chose étrange pour les États-Unis. Une deuxième chose serait de rendre la voiture moins accessible à Los Angeles. Mais ça reste compliqué, car ça risquerait de compliquer la vie de personnes n'ayant pas accès aux transports en commun. Mais par exemple, vous voyez cette route, elle n'est pas très loin du métro. C'est du 2 fois 2 voies. En y allant sur Street View, on peut voir qu'elle est embouteillée d'un côté. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Tout simplement supprimer une voie de chaque côté et laisser une voie réservée au bus. Le pauvre bus est coincé dans les embouteillages. Qui voudrait prendre le bus si c'est pour prendre les mêmes embouteillages qu'en voiture ? Évidemment, je propose cette solution sans connaître tout le contexte de cette rue. Mais trouver quelle rue transformer en accessibilité pour les transports en commun, en dépit des transports individuels, peut être une solution sur le long terme. Conclusion. Bref, Los Angeles peut encore changer, mais ça sera très compliqué car elle compte déjà 18 millions d'habitants, étalés un peu n'importe comment. C'est les politiques mises en place qui pourront permettre de changer la qualité de vie de cette ville. Soit elle décide de continuer dans le tout voiture et deviendra à terme une ville de moins en moins attirante avec le changement des mentalités, soit elle tente maintenant de transformer ces quartiers pour ne pas avoir trop de retard. Mais quand je vois certains quartiers nouvellement construits comme ici à Irvine, je me rends compte que la voiture a de beaux jours devant elle. Irvine est à l'origine une ville planifiée dans les années 60 dans la banlieue sud de Los Angeles. Le quartier de Great Park semble tout récent. Les parcelles sont encore en cours de construction d'après les images satellites, et même si une tentative d'éviter de faire du petit pavillon de banlieue comme autrefois, ça reste des maisons individuelles accessibles seulement en voiture. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous, c'est très important pour soutenir la chaîne, ou sinon mettez un petit pouce. Merci beaucoup et à jeudi prochain.